Ah, ça a été la nuit du stress, la nuit de l'exagération, la nuit de. En tout cas, il y a, moi, comme d'hab, hein, je vois le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Il y a des choses qui sont vraiment très dures. Alors, même au-delà de la conférence de presse de Jérôme Powell, ce qui a stressé le marché, c'est ce qui a été publié à 20 heures. Alors, à 20 heures, la Fed a baissé son taux directeur, enfin, le taux d'intérêt des fonds fédéraux, de 25 points de base supplémentaires. Pour la petite histoire, pour resituer, c'est la troisième baisse de taux consécutive depuis septembre, dont une avait été un jumbo Fed cut, c'est-à-dire 2 fois 25 d'un coup, donc 50 points de base. Donc depuis septembre, le taux d'intérêt de la Fed a perdu un point de pourcentage. Déjà, en soi, ça c'est positif. Et donc beaucoup s'étonnent, pourquoi une telle réaction, pas que sur Bitcoin d'ailleurs, parce que finalement Bitcoin à 102 000 dollars, n'exagérons rien, c'est un super prix. Euh, donc il a plutôt bien résisté. Bon, les alts, c'est autre chose. Et encore, il y a alt et alt, bon, on va en parler. Mais les actifs risqués ont pris cher. Le S&P 500 a droppé, mais il est quand même au-dessus du niveau des séances consécutives qui ont suivi la victoire de Trump. Le dollar a progressé. Bon, en fait, euh, selon moi, la Fed n'avait pas le choix. À 20 heures, hier, la Fed, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis à jour ses projections macroéconomiques. Par rapport à ce qu'elle avait prévu en septembre dernier en termes de projections sur 2025, c'est radical. Si la Fed, mais ce n'est pas son objectif, la Fed se fout complètement de Bitcoin, elle l'a rappelé d'ailleurs, mais si la Fed avait eu comme objectif de tuer un bull run, hier, elle ne pouvait pas faire mieux. Dans toutes les composantes qu'elle a mises à jour hier, c'est idéal pour briser la tendance des actifs risqués. Bon, je commence par faire peur, mais vous allez voir en fait que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas à avoir peur. Ce que je vais vous expliquer, c'est que la Fed n'avait pas le choix. Première chose, la Fed a mis à jour ses anticipations d'inflation. En septembre dernier, qu'est-ce qu'elle nous disait? Fin 2025, ma cible à 2% est faite. Fin de l'histoire. Idéal pour nous, sachant que le cycle Bitcoin se termine en 2025. Donc c'est le bull run, c'est aussi l'aboutissement du bull run. Donc on était tous contents de savoir qu'en même temps, en 2025, la cible de l'inflation serait faite. Ce qu'elle nous a dit hier, la Fed, c'est que non seulement, la cible ne serait pas faite en 2025, ne serait pas faite en 2026, et probablement en 2027. Ça, c'est radical. On peut comprendre le stress du marché. Parce que j'ai vu, ils ont annoncé 2,5, non, pour cent. 2,5 pour l'inflation nominale. En fait, là, elle est déjà à 2,4. Hein. Selon le PCE, les anciens objectifs, c'était 2,1, annoncé en septembre dernier. En fait, l'inflation, sur le dernier trimestre 2024, là, elle est en rebond, elle est en légère surchauffe, mais c'est parce qu'essentiellement, il y a un effet de base. Tu sais, quand tu calcules un taux d'inflation, tu prends ton delta, donc l'inflation là en décembre 2024 par rapport en décembre 2023. Mais en fait, novembre, décembre 2023, le CPI avait droppé. Donc, tu vois, quand tu fais le delta, donc il y a un effet de base. Et ça, la Fed, elle le sait qu'il y a un effet de base. Tous les économistes de la Fed disent qu'il y a un effet de base. Et pourtant, la Fed, hier, fait, je pense, semblant un peu de s'inquiéter de cette surchauffe, alors qu'elle a toujours été la première à rassurer. Mais en l'état, la cible ne sera pas faite en 2025. Pire, à la base, le marché se projetait sur 4 baisses de taux de la Fed en 2025. Là, ça va être 2 au mieux du mieux du mieux du mieux. 1, voire peut-être 0. Le marché, on anticipe une. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est qu'hier, la Fed met à jour des projections, mais elle les met à jour tous les 2 décisions de politique monétaire. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. En fait, elle n'avait pas le choix. Imaginez si elle avait fait le contraire. Si elle était arrivée hier en disant, pas de souci, la surchauffe de fin d'année, c'est rien du tout, c'est un simple effet de base, c'est ce qu'elle dit en plus d'ailleurs, régulièrement. Mais il n'y a pas d'inquiétude, la cible sera faite en 2025, tout va bien, elle prenait un risque en fait. Et c'était l'erreur qu'elle avait faite en décembre 2023 en se montrant archi optimiste, et puis il y avait eu un petit rebond provisoire de l'inflation. Moi, je pense qu'hier, la Fed, elle s'est baquée en proposant volontairement des anticipations pessimistes. Elle se donne une marge de manœuvre. Avec ce qu'elle a proposé hier en termes de projection, en termes d'inflation, de taux de chômage, de croissance économique, elle a même relevé le taux d'intérêt qu'elle considère comme neutre. Historiquement à 2,5, après la crise sanitaire à 2,9, elle le relève entre 3 et 3,1. Ça a été un stress pour le marché. Mais en fait, elle n'avait pas le choix. Avec ce qu'elle a proposé hier, la Fed, on ne peut avoir que des bonnes surprises. Elle a aussi, mais elle ne l'a pas dit directement, mais elle a voulu intégrer le facteur d'incertitude, qui est le facteur second mandat de Donald Trump. Dès le 21 janvier, il y a des décrets qui vont être signés. Quel va être l'impact sur l'inflation, l'impact sur l'emploi, l'inflation importée, la guerre commerciale? Il y a beaucoup de choses. Et en fait, dans ce qu'elle propose hier, dans ces nouvelles anticipations d'inflation, c'est cette incertitude qu'elle intègre. Elle n'est pas convaincue que l'inflation ne va pas baisser. Hier, elle nous dit que l'inflation ne baissera pas en 2025. Ce qui est juste, selon moi, complètement faux. Mais en disant que l'inflation ne baissera pas,
Et en la mettant fin 2025 au même niveau que fin 2024, ben finalement, elle ne prend pas de risque. Si elle avait fait le contraire, si elle avait maintenu son optimisme, là, c'était un risque, parce qu'on ne pouvait être que déçu. Si elle avait maintenu son optimisme, l'inflation sera à 2% dans 6 mois, et que ce n'était pas le cas, ou que c'était très long, elle n'avait plus aucune marge de manœuvre. Elle ne pouvait plus justifier de baisse de taux. Mais en mettant des objectifs très hauts, elle peut encore baisser ses taux. Et d'ailleurs, elle a relevé son anticipation d'inflation, mais elle maintient 2 baisses de taux. Donc moi, je pense qu'elle veut être à l'aise. Psychologiquement, c'est beaucoup plus confortable de faire ça. Elle verra venir, elle peut voir venir, parce que je veux dire, ce qu'elle nous promet hier, maintenant, on est complètement serein. J'ai envie de vous dire, on ne peut pas avoir de mauvaises nouvelles. Les anticipations sont tellement hautes qu'on ne peut pas avoir de mauvaises nouvelles, sauf s'il y a un Covid-2 qui arrive. Vous voyez ce que je veux dire, ou quelque chose de structurel. Donc, moi, je pense qu'elle n'avait pas le choix. Et puis, comme ça, elle intègre aussi l'inconnu de l'impact des premières mesures commerciales de Donald Trump sur certains biens en termes d'inflation importée. Donc, voilà. Moi, je ne m'inquiète pas là-dessus. Et d'autre part, ça, c'est la première chose. J'arrête de parler après. Deuxième chose, il y a le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Là, je vous ai parlé du verre à moitié vide, mais en plus, qui est un verre à moitié vide relatif. Maintenant, il y a le verre à moitié plein. Tout le monde a regardé les anticipations d'inflation, les anticipations en termes de taux d'intérêt. Mais il fallait regarder le verre à moitié plein, c'est quoi? La Fed a relevé ses anticipations de croissance économique et selon elle, le chômage ne bougera pas et ne dépassera pas 4,3% de la population active. Ce qui est en soi hyper risqué, sachant que le taux actuel, officiellement, c'est 4,2, mais ça, c'est un taux arrondi. Si tu regardes en détail sur le site du ministère du Travail des États-Unis, il est à 4,25. Il suffit le prochain rapport NFP, il est mauvais, on est au seuil d'alerte de la Fed. Et là, elle est obligée de baisser ses taux. Donc en fait, concrètement, ce qu'elle nous dit, la Fed, c'est qu'il y aura de la croissance économique en 2025, donc ça c'est cool. Elle sera inflationniste, en tout cas, on ne reviendra pas au monde d'avant, ça va prendre du temps en termes d'inflation, mais il y aura de la croissance économique et pas de destruction d'emplois. Ça, c'est quand même un cadre de croissance qui est favorable aux actifs risqués. Donc, déjà, tu regardes le verre à moitié plein, c'est bien. En fait, qu'est-ce qu'on préfère? Tu préfères une croissance économique avec de l'inflation qui est au-dessus de la cible, ou tu préfères pas de croissance, une hausse du chômage, mais alors là, mais des taux en chute. Moi, je vous le dis, vous voulez que Bitcoin à 200 000, il faut faire le choix numéro 1, de la croissance, pas beaucoup de chômage, des taux, oui, beaucoup plus élevés que le monde d'avant, des taux qui vont se maintenir autour de 3,5-4, plutôt qu'avoir des taux qui rechutent à 1 ou 2, mais pas de croissance et une envolée du chômage. Une envolée du chômage, moins de salaire, moins d'épargne, moins d'investisseurs. Bitcoin ne serait pas là si tous les Américains n'avaient pas ouvert leur compte Coinbase pour claquer leur épargne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, in fine, le marché, je pense, a exagéré hier sa réaction. Il y a aussi, il y a eu des effets aussi d'appel de marge, des effets de chasse à la liquidité, il y a des choses comme ça. Mais finalement, même sur le plan technique, Bitcoin, il peut même retomber à 90K, ça reste une tendance haussière bien construite. Donc, moi, je pense qu'hier, pour conclure, il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Et même limite, je suis même plutôt content que la Fed ait fait ça. Parce que maintenant, à chaque publication de chiffres, on peut avoir des bonnes nouvelles. Donc, on peut attendre sereinement les prochains chiffres d'inflation et d'emploi, parce que les objectifs sont tellement pessimistes que là, on est plus ou moins sûr de les battre. Donc, voilà. Et c'est pas moi qui suis optimiste, hein, oui, même si c'est dans ma nature, mais vraiment, je pense qu'elle a voulu se mettre dans une position confortable pour gérer l'inconnu de 2025. Et tu penses que des taux qui restent à 3-4%, c'est pas problématique pour les actifs risqués? Parce que souvent on dit, quand les taux sont à 3-4%, les gens préfèrent avoir 3-4% sans risque plutôt que d'aller chercher dans les actifs plus risqués. Effectivement, c'est intéressant. Après, bon, 3-4% sans risque, effectivement, sur certains placements monétaires, bon, c'est ce qu'une crypto peut faire en 5 minutes. Donc, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, c'est une question importante. Moi, j'ai des gens dans mes proches, dans ma famille, qui ont des gros placements monétaires comme ça, qui sur des placements en USD qui versaient du 5, du 6%. Et notamment mon frère, bref, peu importe, justement, déjà constate depuis quelques mois, quelques semaines, que tu as perdu un point de pourcentage. Tu commences un peu à t'interroger. Mais c'est pas non plus. Ce qui compte, c'est que d'un point de vue macro, on reste dans une politique monétaire qui est restrictive. Des taux à 1,2, on ne les retrouvera jamais. Les taux d'intérêt du cycle précédent, on ne les retrouvera jamais. C'est déjà bien là si on tombe à 3. D'ailleurs, le taux qui est considéré comme neutre, maintenant, c'est 3%. Donc, pour Bitcoin, pour moi, ce n'est pas un souci. Par contre, pour ce que j'appelle la profondeur des alts, ce qui fait que dans le cycle précédent, n'importe quel daube montait juste parce qu'il y avait du cash de partout,
Oui, bah ça, mais ça on le savait, c'est un cadre qu'on ne retrouvera pas. Et finalement, on savait qu'on n'allait pas retrouver ce cadre-là. Donc hier, ce que dit la Fed, c'est simplement la confirmation que bah oui, ne rêvez pas, ce cadre monétaire du cycle précédent ne reviendra pas. Mais c'est pas un problème pour Bitcoin. Je veux dire, pour moi, hier, la Fed, c'est pas un souci pour Bitcoin. Ce qui pourrait être un souci pour Bitcoin, c'est, mais on en parlait, Robin, cette semaine, ce serait typiquement une annonce de Donald Trump comme quoi il n'y aurait pas de réserve stratégique ou qu'elle consisterait pas à en acheter. Là, ce serait un problème pour Bitcoin. Mais en soi, ce qu'a publié hier la Fed, déjà, c'est juste des projections macro, ça change toutes les 6 semaines, c'est fait pour être revu, et je pense qu'elle a voulu se mettre dans une position confortable en étant pessimiste, mais ce n'est pas un frein direct à Bitcoin. Ça crée de la vol, ça fait de la chasse à la liquidité, ça construit le mouvement, voilà. Voilà. Ouais. Ce qu'on se disait cette semaine, c'est justement, là, quand on voit comment le marché a réagi, alors est-ce que c'est ça qui a fait baisser le cours du Bitcoin? Bon, quand on voit quand même la baisse du cours de la bourse en parallèle du S&P, plus grosse baisse d'ailleurs depuis Covid, mars 2020, il me semble, là-dessus. Donc le Bitcoin a chuté. Alors pour quelle raison? Est-ce que c'est une raison macro ou est-ce que c'est la raison pour laquelle Powell dit que la Fed ne peut pas détenir de Bitcoin? Mais bon, ça au final, c'est dans la loi. Ça, au final, on savait qu'il n'y a pas de loi. Exactement, ouais, c'est le trésor a priori qui détiendrait les bitcoins, parce qu'ils détiennent de toute façon déjà l'or aux États-Unis, donc pas de grosses news. Mais quand on voit un peu comment le marché surréagit, si jamais on apprend que la réserve de bitcoin des États-Unis, au final, c'est simplement, entre guillemets, le transfert des bitcoins saisis dans les affaires Silk Road ou autres vers le Trésor, par exemple, et qu'ils annoncent avoir commencé leur réserve stratégique de Bitcoin comme ça, j'ai peur de la réaction du marché. Bah là, effectivement, je suis d'accord avec toi, ce serait un stress. Après, c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment que la nouvelle administration Trump, les conseillers spéciaux, tous ces gens-là qui ont été nommés, on les trouve un peu discrets sur le sujet depuis quelques semaines. Mais est-ce qu'ils ont vraiment le choix moi, j'ai le sentiment, c'est un sentiment que j'ai, qu'à partir du 20 janvier, à partir du 21 janvier, moi, vous allez voir, Donald Trump, dès le 21 janvier, il sera dans le bureau ovale avec la presse en train de signer ses premiers décrets. Et je pense que beaucoup des membres du gouvernement, des conseillers spéciaux, des ministres, des délégués ministériels, tout ce que vous voulez, qui vont travailler sur le sujet des crypto-monnaies, vont commencer à se lâcher dans la communication. Et donc, moi, ça ne me stresse pas là de ne pas les voir donner davantage de détails parce que ils ne sont pas encore au pouvoir, quoi. Donc voilà, non, mais au final, voilà, c'est une purge qui fait du bien, mais c'est aussi une purge pour la Fed. Elle a remis les compteurs à zéro. Elle s'est donné un cadre pour voir venir en 2025. Et elle s'est donné un cadre qui lui donne des marges de manœuvre. Et elle s'est donné un cadre qui lui permet de baisser ses taux. Parce que si elle avait été trop optimiste, elle n'aurait pas pu les baisser davantage. Donc, moi, j'ai envie de dire, pour une fois, je pense que, au-delà de la séance d'hier, Jérôme Powell a bien joué. De toute façon, comme tu le disais, Bitcoin, quand même, il a quand même fait une petite mèche en dessous des 100K, mais il est vite remonté. Il n'a pas cassé de support. Rien de dramatique. Les alts ont pris un petit peu plus cher. On voit la dominance du Bitcoin quand même qui passe de 55 à 58 là. Donc il y a eu quand même on voit que les altcoins ont pris un peu plus l'eau. Ouais, mais les altcoins, en fait, c'est marrant parce qu'il y a alt et alt, c'est-à-dire qu'effectivement, alors pour Bitcoin, je pourrais en parler tout à l'heure en partageant quelques charts, mais déjà, oui, ce qu'a fait Bitcoin hier, il n'y a rien d'exceptionnel. Lorsque tu prends les cycles passés dans les phases de bull run, donc qui suivent, les mois qui suivent le breakout de la tâche, tu as des corrections de 20-30%. Là, il a jamais fait un moins 20. Hein. Il a fait de 100 à 90. Là, il vient de faire de 108 à 99. Il fait des drops de 10. Ce qui est hyper mesuré par rapport à ses moyennes de correction. On n'est même pas à la moitié de ce qu'il a l'habitude de faire en bull run. Parce que ça, les gens l'oublient souvent. En bull run, Bitcoin peut faire moins 30 pendant 3 semaines et repartir. Là, il se contente de moins 10. Donc, je trouve que c'est hyper contenu. Après, effectivement, les alts, tu distingues des dossiers comme AAV, Link, XRP, qui sont des trucs sont encore tout en haut, il n'y a pas de stress. Les retracements, même Dodge, les retracements ne sont pas du tout profonds. Et puis d'autres dossiers, certains meme coins, Bonk, Boom, qui sont quasiment
revenu tout en bas de tout le mouvement de hausse depuis 6 novembre. RSR qui a fait une séance à plus 120% il y a 3 semaines, qu'on a quasiment retracé 80%. Sushi qui avait fait pareil, des séances à plus 40, plus 50, qui a retracé les 2 tiers, les 3 quarts. Donc effectivement, il y a alt et alt. Et je pense que ces mouvements-là, ça rappelle une chose. Déjà, à la différence du cycle précédent, vous pouvez être hyper gagnant en étant all-in sur une alt. Sur le cycle précédent, il y a eu beaucoup de gagnants, de bagues. Ils étaient all-in sur 1 ou 2 jetons. Bah forcément, c'était superbe, impeccable, tout se passait bien, ils banquaient. Mais là, on est dans un cycle avec un cadre monétaire qui n'a rien à voir, qui fait que la stratégie d'être all-in sur 1, 2 ou 3 jetons, tu peux être complètement perdant et avoir cette frustration de voir Bitcoin faire 80, 90, 100, 110, 120, 140, 150 et ton portefeuille toujours en perte. Ce qui est un peu, bon, c'est pas top. Donc, c'est aussi un des enseignements qui montre que sur ce cycle, et même si ça vous ennuie, et je suis resté poli, il faut des majeurs. Il faut des majeurs et il faut laisser le temps au temps. Moi, je reste convaincu que Bitcoin ira à 200K. Il ira dans le courant de 2 tiers, 3 quarts de l'année 2025. Et voilà. Donc, c'est aussi un bon rappel qu'il faut bien avoir réparti son capital et avoir la majeure partie sur, je dis le top 10 parce qu'il y a des indices stratégiques, ça peut être le top 15, mais